À Ouagadougou, un basculement visible survient quand 1000 bus flambant neufs envahissent les rues, financés sans dette extérieure, dans une capitale sous pression sécuritaire constante. Le choix de l'or et du coton pour payer ce réseau transforme la mobilité, stimule l'emploi local, mais expose aussi un pari économique inédit dans un contexte régional instable. Que signifie cette expérience pour les habitants, pour l'État burkinabé et pour Ibrahim Traoré face aux crises persistantes aujourd'hui? Entre espoir d'autonomie, risque de volatilité mondiale et symbole politique, l'avenir immédiat s'éclaire puis se tend pour toute l'Afrique de l'Ouest. Cette analyse promet de décoder ce que révèle réellement le projet des 1000 buses, au-delà de l'effet d'annonce et des images spectaculaires. D'un côté, il s'agit de mesurer si un financement exclusivement interne peut soutenir un service public moderne en période d'insécurité et de tension économique. Et de l'autre, évaluer ce que cette expérience dit de la capacité d'un État sahélien à redéfinir ses priorités sans recourir à l'endettement extérieur. Le projet devient ainsi un test grandeur nature, test de gouvernance, test de transparence, test de résilience face à la volatilité des matières premières. Ce qui est en jeu ne se limite pas aux transports urbains. Il s'agit de crédibilité politique, de confiance citoyenne et d'un signal envoyé à d'autres pays africains confrontés au même dilemme structurel. La question implicite demeure: s'agit-il d'un précédent durable ou d'une réussite fragile, dépendante d'un équilibre encore précaire? Plus de 80 millions de dollars ont été mobilisés sans dette extérieure, en pleine guerre interne, pour lancer un réseau de transport urbain entièrement nouveau. En quelques mois, ce choix a déplacé le débat du simple équipement public vers une démonstration concrète de souveraineté économique sous contrainte extrême. Le projet des 1000 bus ne surgit pas dans un vide politique ou sécuritaire. Le Burkina Faso fait face à des attaques récurrentes, à une pression budgétaire constante et à une méfiance ancienne envers les modèles de financement fondés sur l'endettement. Dans ce contexte, la décision de réinvestir exclusivement les revenus de l'or et du coton rompt avec des décennies de pratiques dominantes en Afrique de l'Ouest. Elle ne vise pas seulement l'efficacité logistique, mais cherche à redéfinir le rapport entre ressources nationales et politiques publiques. Ibrahim Traoré s'inscrit au cœur de cette rupture. En assumant un financement interne intégral, il transforme un programme de transport en signal politique adressé autant à la population qu'aux observateurs extérieurs. Le message implicite est clair: un État peut agir sans attendre l'aval des bailleurs internationaux, à condition de rendre visibles ses arbitrages et ses comptes. Cette logique explique la mise en avant d'audits publics et la communication détaillée sur chaque dépense engagée. Le contexte urbain de Ouagadougou amplifie cet effet. Avant le projet, les déplacements reposaient sur des minibus vétustes, irréguliers et coûteux en temps. L'arrivée progressive des bus structure l'espace, introduit des horaires fixes et reconnecte des quartiers périphériques longtemps marginalisés. Ce changement, observable au quotidien, donne une matérialité immédiate à une notion souvent abstraite: la souveraineté économique. Mais ce mini-révélateur comporte une tension centrale. En liant un service public essentiel à deux matières premières volatiles, le modèle expose sa fragilité potentielle. Le pari n'est donc pas seulement financier ou technique, il est stratégique et engage la crédibilité de l'État sur la durée bien au-delà de l'effet initial. Dans les ateliers aménagés de Ouagadougou, le changement ne se lit pas d'abord dans les chiffres, mais dans les gestes. Des équipes locales assemblent, testent et entretiennent désormais des véhicules selon des procédures standardisées,
là où régnaient auparavant l'improvisation et la pénurie. Ce cadre de travail devient un personnage collectif, un fil conducteur discret qui permet de comprendre l'impact précoce du projet. Un premier cas s'impose rapidement. De jeunes techniciens formés en quelques semaines passent d'emplois informels instables à des postes qualifiés liés à l'assemblage et à la maintenance. Cette transition modifie leur trajectoire individuelle, mais aussi la perception sociale de ces métiers, désormais associés à un service public visible et valorisé. Le projet agit ici comme un accélérateur de compétences sans attendre une réforme structurelle plus large. Un second exemple apparaît dans les quartiers périphériques. L'arrivée de lignes régulières réduit l'isolement de zones longtemps déconnectées du centre-ville. Les commerçants ajustent leurs horaires, les familles planifient mieux leurs déplacements et les services essentiels deviennent plus accessibles. Ce sont des effets modestes pris isolément, mais cumulés, ils transforment la routine quotidienne et redessinent les priorités urbaines. Ces impacts précoces ne garantissent pas la réussite finale. Ils jouent cependant un rôle clé, rendre crédible aux yeux des citoyens une politique souvent perçue comme abstraite. En montrant des bénéfices immédiats et tangibles, le projet gagne du temps politique et social, un capital précieux dans un pays sous tension. Le véritable enjeu apparaît alors clairement: convertir ces gains initiaux en dynamique durable. Avant le projet, la mobilité urbaine reposait sur des flux dispersés, des véhicules vétustes et une organisation largement informelle. Après l'activation, la logique change brutalement. Planification centralisée, dépôts réaménagés, lignes visibles et un calendrier de déploiement suivi étape par étape. La première phase s'ouvre dans les infrastructures existantes, transformées plutôt que remplacées. Les dépôts de Ouagadougou sont réorganisés, les chaînes d'assemblage mises en place et les premières équipes formées sous contrainte de temps. L'arrivée des pièces marque un point de non-retour. Chaque livraison déclenche une séquence précise: montage, test technique, ajustement, puis validation. La pression est constante car le projet avance sous le regard public dans un contexte sécuritaire instable. À ce stade, le risque principal n'est pas l'échec visible, mais le retard qui fragiliserait la crédibilité de l'ensemble. Le point culminant intervient avec la mise en circulation progressive des premiers bus. L'effet est immédiat. Les rues de la capitale voient apparaître des véhicules uniformisés, des arrêts identifiés et des horaires annoncés. Cette visibilité agit comme un catalyseur social. Les usagers, d'abord prudents, commencent à intégrer le nouveau réseau dans leur routine. Les flux se stabilisent, les correspondances deviennent prévisibles et la perception du transport public évolue rapidement. Ce moment marque le passage d'un projet industriel à une réalité vécue. Ibrahim Traoré intervient alors comme figure d'arbitrage plutôt que comme gestionnaire opérationnel. Son rôle consiste à maintenir la ligne stratégique, financement interne, audit public et refus de l'endettement extérieur malgré les pressions. Cette constance permet au projet de franchir le seuil critique où l'abandon devient politiquement coûteux. Le réseau n'est plus une promesse, mais un service en fonctionnement, difficile à remettre en cause sans provoquer un retour en arrière visible. Les répliques apparaissent dans les semaines suivantes. Les ateliers gagnent en autonomie. La maintenance locale réduit progressivement les délais d'intervention et les équipes développent une expertise cumulative. Dans les quartiers périphériques, l'accessibilité modifiée entraîne des ajustements économiques discrets mais réels.
Les commerces s'adaptent, les trajets domicile-travail se raccourcissent et certaines zones jusque-là marginalisées se reconnectent au tissu urbain. Le projet commence à produire des effets systémiques au-delà de son périmètre initial. Cependant, ces répliques positives s'accompagnent de tensions latentes. La dépendance aux revenus de l'or et du coton reste entière. Chaque variation des marchés mondiaux plane comme une contrainte future encore invisible dans le fonctionnement quotidien du réseau. Le succès opérationnel ne dissout pas le risque structurel, il le repousse dans le temps. Cette séquence complète de l'activation au déploiement montre une chose essentielle. Le projet avance non pas par rupture soudaine, mais par accumulation de décisions irréversibles, chacune rendant la suivante plus nécessaire. Avant le déploiement, les temps de trajet à Ouagadougou étaient longs, irréguliers et imprévisibles. Après la mise en service du réseau, ils diminuent d'environ 30% sur les principaux axes. Cette variation ne traduit pas seulement un gain de vitesse, mais un changement de structure dans l'organisation urbaine quotidienne. Plus de 80 millions de dollars ont été réinjectés dans le projet sans recourir à la dette extérieure. Cette somme, issue exclusivement des revenus de l'or et du coton, représente un choix budgétaire inhabituel dans un pays confronté à un conflit interne. Elle permet de financer à la fois l'assemblage des bus, la réhabilitation des dépôts et la formation des équipes locales. En termes simples, l'État a transformé des recettes extractives en infrastructures visibles, sans étaler le coût sur des générations futures. Le projet a généré plus de 10 000 emplois directs et indirects dans l'assemblage, la maintenance, la gestion du réseau et les services connexes. Chaque emploi ne correspond pas uniquement à un revenu individuel. Il s'inscrit dans une chaîne de valeur locale qui inclut la formation technique, la production de pièces détachées et l'organisation logistique. Cette dynamique réduit progressivement la dépendance à des compétences importées, un point souvent négligé dans les évaluations classiques. La réduction des temps de trajet d'environ 30% a des effets mesurables sur l'accès aux services essentiels. Les travailleurs gagnent du temps productif, les étudiants arrivent plus régulièrement à l'école et les familles accèdent plus facilement aux structures de santé. Une baisse de trajet de cette ampleur ne se limite pas à un confort accru. Elle modifie la répartition du temps quotidien et influence les décisions économiques à petite échelle. Ces chiffres doivent cependant être interprétés avec prudence. Leur valeur dépend de la stabilité des revenus qui les soutiennent. La concentration du financement sur l'or et le coton expose le modèle à la volatilité des marchés mondiaux. Une chute prolongée des prix réduirait mécaniquement la capacité de maintenance et de renouvellement de la flotte. C'est ici que la transparence joue un rôle central. Les audits publics et la publication des dépenses visent à compenser ce risque en renforçant la confiance et en améliorant l'allocation des ressources. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces données pour défendre une logique de souveraineté mesurable plutôt que déclarative. Les chiffres deviennent des arguments politiques utilisés pour montrer qu'un financement interne peut produire des résultats concrets, au moins à court et moyen terme. Cette approche ne supprime pas les incertitudes, mais elle les rend visibles et discutables. En définitive, ces preuves quantitatives ne garantissent pas la pérennité du projet. Elles établissent toutefois une base factuelle solide, indispensable pour évaluer rationnellement un modèle souvent jugé à partir d'a priori idéologiques plutôt que de résultats observables. Les, les critiques du projet formulent d'abord un argument macroéconomique robuste. Fonder un service public majeur sur deux matières premières expose mécaniquement l'État aux cycles mondiaux. L'or et le coton sont soumis à des variations de prix imprévisibles, souvent indépendantes des choix nationaux.
Dans un pays en guerre, cette volatilité peut rapidement se traduire par des tensions budgétaires, rendant l'entretien et le renouvellement de la flotte difficiles à financer. Selon cette lecture, l'absence de dette extérieure ne supprime pas le risque, elle le concentre sur une base de revenus étroite. Un second argument porte sur la soutenabilité institutionnelle. Les observateurs sceptiques estiment que la transparence affichée et la mobilisation initiale pourraient s'éroder avec le temps. Les audits publics exigent des capacités administratives constantes et la montée en charge du réseau complexifie la gestion. À mesure que le projet grandit, les coûts cachés, la maintenance lourde et la pression sécuritaire pourraient dépasser les gains initiaux. Le succès précoce serait alors trompeur, masquant une fragilité structurelle à moyen terme. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles s'appuient sur des expériences passées de projets publics interrompus faute de ressources stables. Toutefois, les données disponibles invitent à nuancer ce diagnostic. Le projet a intégré dès l'origine une logique de transparence opérationnelle, avec des audits réguliers et publics. Cette pratique, rare dans des contextes comparables, réduit les marges de dérive financière et améliore l'allocation des fonds, même sous contrainte. Par ailleurs, la création de plus de 10 000 emplois locaux et la maîtrise progressive de la maintenance modifient l'équation des coûts. En internalisant des compétences auparavant importées, le système réduit sa dépendance à des prestataires externes coûteux. Cette dynamique n'élimine pas le risque lié aux marchés mondiaux, mais elle en amortit partiellement les effets en renforçant la résilience locale. Enfin, le projet n'est pas présenté comme un modèle figé. Il fonctionne comme une expérimentation contrôlée, limitée géographiquement, permettant des ajustements progressifs. Cette capacité d'adaptation, combinée à des indicateurs mesurables, constitue un contre-argument central au scénario d'effondrement rapide. Le débat ne se résume donc pas à une opposition entre audace et imprudence, mais à une question ouverte de gestion du risque dans un contexte contraint. Jusqu'ici, le projet pouvait être lu comme une réussite technique sous contrainte financière. À ce stade, il révèle autre chose, une reconfiguration des priorités de l'État autour de l'autonomie opérationnelle. Le réseau de bus cesse d'être un simple service urbain pour devenir un levier d'organisation économique où la production, la maintenance et la gestion s'alignent sur un même objectif de contrôle interne. Cette inflexion change la nature du débat public. La question n'est plus seulement de savoir si le financement sans dette fonctionne, mais comment il redéfinit les marges de manœuvre politique. En ancrant un service visible dans des ressources nationales, le pouvoir s'offre un instrument de légitimation fondé sur des résultats observables plutôt que sur des promesses. Cette logique réduit l'écart entre décision centrale et expérience quotidienne des citoyens. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme l'initiateur d'un programme sectoriel que comme l'architecte d'un cadre expérimental. Le projet sert de preuve intermédiaire, utilisé pour tester la capacité de l'administration à gérer, auditer et ajuster sans appui extérieur direct. Cette posture modifie la relation avec les partenaires internationaux, désormais confrontés à un modèle qui ne sollicite pas leur financement initial. Mais ce déplacement du centre de gravité comporte une contrepartie. Plus le projet devient emblématique, plus son échec éventuel aurait un coût symbolique élevé. Le point médian n'est donc pas un aboutissement, c'est un seuil, après lequel chaque décision engage davantage la crédibilité de l'ensemble. Les conséquences du projet se lisent désormais à plusieurs niveaux et chacune éclaire une facette différente de son impact réel.
Pour l'État, d'abord, le réseau de bus devient un outil de pilotage public. Il offre une capacité rare: traduire des recettes issues de ressources naturelles en services visibles, mesurables et rapidement appropriés par la population. Cette matérialité renforce la crédibilité de l'action publique, surtout dans un contexte où la parole politique est souvent reçue avec scepticisme. En réduisant les temps de trajet d'environ 30%, l'État démontre une efficacité concrète, difficile à contester sur le terrain. Pour les acteurs économiques, ensuite, le projet agit comme un stabilisateur partiel. Les entreprises locales bénéficient d'une main-d'œuvre plus mobile et plus ponctuelle, ce qui améliore la productivité quotidienne sans investissement privé direct. Les ateliers d'assemblage et de maintenance créent un écosystème industriel léger mais structurant qui soutient des activités annexes, logistique, fourniture de pièces, services techniques. La création de plus de 10 000 emplois directs et indirects alimente la consommation locale et réduit la pression sur le secteur informel sans toutefois le remplacer entièrement. Du point de vue des citoyens, l'effet est à la fois pratique et symbolique. La régularité des lignes et la fiabilité accrue des horaires modifient l'organisation des journées. Les familles gagnent du temps, les étudiants accèdent plus facilement aux établissements et les patients rejoignent les centres de santé avec moins d'incertitude. Ces gains, modestes individuellement, s'additionnent à l'échelle urbaine. Ils contribuent à une perception nouvelle, celle d'un service public qui fonctionne malgré la crise sécuritaire. Cette perception joue un rôle clé dans la confiance collective, souvent plus déterminante que les indicateurs macroéconomiques. À l'échelle régionale, enfin, le projet est observé comme un signal. Il suggère qu'un pays sahélien peut initier un programme d'infrastructure sans dépendre immédiatement de financements extérieurs. Cette posture l'attire autant que l'attention que la prudence. Certains y voient une source d'inspiration potentielle, d'autres un cas isolé difficilement reproductible. Dans les deux cas, l'expérience burkinabé alimente le débat sur les trajectoires de développement possibles en Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré se situe au croisement de ces quatre niveaux. Son rôle n'est pas seulement d'avoir lancé le projet, mais d'en assumer les conséquences politiques. Chaque bénéfice observable renforce son positionnement. Chaque fragilité potentielle accroît l'enjeu de ses arbitrages futurs. Le projet n'est donc pas neutre. Il lie directement la performance d'un service public à la crédibilité d'une vision de souveraineté. Ainsi, les effets pratiques du réseau de bus dépassent largement la question du transport. Ils redéfinissent les relations entre État, économie, citoyens et environnement régional, tout en exposant un modèle encore en phase de consolidation. Sur les 6 à 12 prochains mois, l'évolution du projet peut suivre trois trajectoires distinctes, chacune dépendante d'arbitrages économiques et politiques précis. Dans cette hypothèse, le réseau se stabilise à Ouagadougou sans extension majeure. Les revenus issus de l'or et du coton restent suffisants pour couvrir la maintenance courante, tandis que les recettes de billetterie et les ajustements budgétaires internes absorbent une partie des coûts opérationnels. L'administration privilégie la fiabilité plutôt que la croissance, limitant les risques financiers. Le service fonctionne, mais son impact demeure essentiellement urbain et la marge d'erreur reste faible face aux chocs externes. Si les prix des matières premières évoluent favorablement et que la situation sécuritaire ne se dégrade pas, le projet pourrait s'étendre à d'autres villes stratégiques. De nouveaux ateliers seraient ouverts et des programmes de formation élargis renforceraient le capital humain. Cette trajectoire transformerait l'initiative en modèle national,
augmentant son effet économique et symbolique. Elle pourrait également attirer des partenariats techniques, non pas pour financer, mais pour accompagner l'industrialisation locale. Le gain serait réel, mais la complexité de gestion augmenterait proportionnellement. Une baisse marquée des cours de l'or ou du coton, combinée à des tensions politiques ou sécuritaires, placerait le réseau sous contrainte. Les coûts de maintenance deviendraient plus difficiles à assumer, certaines lignes pourraient être réduites et la perception publique se détériorerait rapidement. Dans ce contexte, le projet deviendrait un point de critique central, présenté comme trop ambitieux pour une économie fragile. La crédibilité acquise serait alors mise à l'épreuve. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur une trajectoire unique, l'État gagnerait à raisonner par seuil l'ensemble conditionnel. Si les revenus se maintiennent, alors l'expansion est envisageable. S'ils faiblissent, alors la priorité doit rester la continuité du service existant. Cette logique évite l'illusion du succès automatique comme celle de l'échec inévitable. Dans tous les cas, les prochains mois ne diront pas seulement si le réseau fonctionne. Ils diront surtout si un modèle fondé sur l'autonomie peut s'adapter sans se renier. À l'échelle des individus, les effets du réseau se déclinent différemment selon les profils, révélant des transformations souvent invisibles dans les bilans globaux. Pour les travailleurs urbains, d'abord, la fiabilité accrue des déplacements modifie la relation au temps. Arriver à l'heure devient la norme plutôt qu'une exception incertaine. Cette régularité réduit le stress quotidien, améliore la ponctualité et renforce la stabilité des revenus, même sans hausse salariale directe. Le gain est discret, mais il s'accumule jour après jour. Pour les jeunes en formation technique, ensuite, le projet ouvre un espace d'apprentissage concret. Les ateliers d'assemblage et de maintenance offrent des compétences transférables directement liées à des besoins réels. Cette expérience pratique facilite l'entrée dans l'économie formelle et modifie les attentes professionnelles. Le travail industriel local cesse d'être perçu comme provisoire ou marginal. Il devient une trajectoire possible, ancrée dans le territoire. Les familles constituent un troisième groupe clé. La réduction des temps de trajet libère des plages horaires auparavant absorbées par les déplacements. Ce temps récupéré est réinvesti dans la vie domestique, l'éducation des enfants ou des activités génératrices de revenus complémentaires. L'accès plus fiable aux écoles et aux centres de santé améliore l'organisation quotidienne, en particulier dans les quartiers périphériques. Ces ajustements ne transforment pas immédiatement les conditions matérielles, mais ils renforcent la capacité d'anticipation et de planification. Enfin, un effet transversal apparaît. La perception du service public évolue. Lorsque les bus circulent régulièrement, l'idée même d'une infrastructure fonctionnelle en période de crise cesse d'être abstraite. Cette expérience partagée crée un socle de confiance minimale, indispensable à toute politique de long terme. Ainsi, le projet agit moins comme un bouleversement spectaculaire que comme une série de micro-changements cohérents. Pris isolément, chacun semble limité. Ensemble, ils redessinent progressivement la relation entre mobilité, travail et vie quotidienne. La consolidation du projet repose désormais sur une séquence d'actions claires, ordonnées dans le temps et mesurables dans leurs effets. La première étape concerne la transparence continue. La publication régulière des audits financiers, déjà engagés, doit être institutionnalisée avec des calendriers fixes et des formats accessibles. Cette discipline vise à maintenir la confiance citoyenne et à réduire l'incertitude autour de l'allocation des ressources issues de l'or et du coton.
La deuxième étape porte sur la professionnalisation durable des équipes. Les formations initiales doivent évoluer vers des parcours certifiants, intégrant maintenance avancée, gestion des stocks et planification opérationnelle. En renforçant les compétences locales, le réseau réduit ses coûts futurs et sécurise sa capacité d'intervention sans dépendance externe immédiate. Troisièmement, la diversification progressive des sources de revenus devient indispensable. Sans renier le principe d'autonomie, l'État peut élargir la base financière via des activités connexes, services de maintenance pour des tiers, partenariats techniques ou valorisation de savoir-faire industriels locaux. Cette diversification amortit les chocs liés à la volatilité des matières premières. Toute extension géographique doit être conditionnée à des indicateurs précis de performance et de soutenabilité. Si les seuils sont atteints, alors l'ouverture de nouvelles lignes est justifiée. Sinon, la priorité reste l'optimisation du réseau existant. Cette approche limite les décisions irréversibles. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette feuille de route comme garant de la cohérence stratégique. Son rôle consiste à arbitrer entre ambition et prudence, en liant chaque avancée à des critères observables plutôt qu'à des impératifs symboliques. La réussite ne dépendra donc pas d'une annonce unique, mais de la capacité à maintenir ce cap méthodique dans la durée. Dans les ateliers de Ouagadougou, le geste initial revient comme un fil discret. Ajuster un panneau, tester un circuit, vérifier un frein. Ce mouvement répété, appris puis maîtrisé, relie l'intention politique aux effets concrets. Il rappelle que le projet n'a jamais reposé uniquement sur des chiffres, mais sur une capacité collective à transformer des ressources en usages durables. Ce rappel donne une profondeur nouvelle au parcours engagé. Ce qui a commencé comme une réponse à l'urgence urbaine devient une narration partagée de compétences retrouvées. Les bus qui circulent matérialisent une promesse tenue à court terme sans garantir l'issue à long terme. C'est précisément cette tension qui confère au projet sa portée symbolique. Réussir sans nier le risque, avancer sans masquer la fragilité. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le point d'ancrage de cette trajectoire, non pas par une présence omniprésente, mais par une ligne maintenue malgré les contraintes. Le choix de l'autonomie, réaffirmé étape après étape, s'incarne dans des décisions répétées plutôt que dans un moment unique. Cette constance transforme un programme sectoriel en repère politique. Une phrase s'impose alors, simple et difficile à réfuter. La souveraineté se construit par l'usage, pas par le discours. Elle se vérifie chaque jour dans la régularité d'un service, la compétence d'une équipe et la confiance prudente d'une population. Rien n'est définitivement acquis, mais quelque chose s'est déplacé. Au-delà du cas burkinabé, cette expérience invite à une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés transforment leurs contraintes en leviers. Le projet des 1000 bus n'impose pas une réponse universelle. Il propose un point de départ pour interroger les choix collectifs, les priorités budgétaires et la place accordée aux ressources internes. Il rappelle que les trajectoires de développement ne sont ni linéaires ni interchangeables. Pour les observateurs, l'intérêt n'est pas de dire si ce modèle doit être reproduit à l'identique, mais d'en extraire les enseignements transférables. Quelles conditions rendent une autonomie crédible? Quels mécanismes de transparence renforcent réellement la confiance? Où se situe la limite entre audace nécessaire et exposition excessive au risque? Ces questions dépassent largement le cadre d'un réseau de transport. Le débat gagne à être nourri, confronté, enrichi par des expériences diverses. En échangeant sur ces enjeux, chacun contribue à clarifier ce que signifie développer sans s'enfermer dans des schémas préétablis. L'essentiel n'est pas d'adhérer à un récit, mais d'examiner
les faits et leurs implications. Et vous, quel enseignement principal retenez-vous de cette trajectoire encore en construction?